Qu'est-ce qui s'est passé sur Instagram? Que nous réserve la nouvelle API de Notion? Est-ce que c'est plus facile de ranker en France qu'au Royaume-Uni? C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'actu du digital. Et on se retrouve tout de suite juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Marie Di Maggio, je suis experte en web marketing et tous les mois je vous propose de faire un petit condensé de l'actu du digital du moment. C'est parti! On commence tout de suite avec Instagram. Sur Instagram, il y a deux nouvelles fonctionnalités, deux choses dont on va parler majeures. La première, c'est qu'il y a une petite nouveauté sur les messages privés. Aujourd'hui, quand vous scrollez, quand vous êtes sur Instagram, si vous recevez un message, vous allez recevoir une petite notification en haut. Si vous cliquez sur cette notification, vous allez être renvoyé vers votre boîte de réception. À partir de maintenant, la nouvelle fonctionnalité, c'est que vous allez pouvoir répondre directement aux messages tout en scrollant. C'est déjà le cas, par exemple, sur Facebook et Messenger. Donc ça, c'est un truc qui va arriver sur Instagram et qui sera bien pratique. Vous aurez également la possibilité de savoir qui est en ligne ou hors ligne. Alors moi perso c'est un truc qui me plaît pas trop et que je désactive systématiquement. Donc à voir si ce sera possible, ça m'emballe moyen. No, God, please, no, no! Et deuxième gros changement, eh bien, vous allez avoir la réapparition du feed chronologique. Aujourd'hui, vous avez deux types de feeds. Vous avez donc votre page d'accueil sur Instagram qui va vraiment condenser le contenu qui va être sélectionné par l'algorithme en fonction de votre activité sur votre compte. Et vous avez un feed dans lequel vous allez retrouver les abonnements que vous avez donc au compte utilisateur et au hashtag. Bientôt, il va y avoir une nouvelle fonctionnalité, donc le feed chronologique qui refait son apparition et qui va en gros prendre le meilleur de tous les comptes avec lesquels vous avez interagi et vous proposer un feed encore plus personnalisé. C'est genre la crème de la crème de vos créateurs de contenu favoris. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà pour Instagram et je vous propose sans transition de passer à Notion. Notion donc, qui est un super outil de CRM que vous pouvez utiliser donc, pour organiser et structurer votre entreprise ou gérer vos projets clients. Sur Notion, eh bien, aujourd'hui, il y a une API. Une API, c'est quoi? C'est ce qui va permettre de connecter différents outils entre eux. Quand on veut automatiser certaines actions ou tout simplement avoir un espace plus agréable, on a la possibilité d'intégrer certains outils dans des applications. Par exemple, sur Zapier, vous pouvez connecter différents outils pour pouvoir automatiser une tâche. Aujourd'hui, sur Notion, c'est possible. Il y a une API. Jusqu'à présent, elle était en version bêta. Donc, ça veut dire qu'il y avait encore plein de choses à améliorer. Aujourd'hui, la version est officielle. Ça veut dire que tous les petits bugs ont été corrigés. Ça veut dire que c'est une version qui est beaucoup plus sécure, qui a plus de fonctionnalités et de manière générale, qui va permettre de stabiliser et de permettre à Notion de conquérir du terrain. Sachant que, par exemple, vous pouvez déjà utiliser et connecter votre espace Notion à des outils comme Slack, par exemple, ou encore Zapier ou Typeform, qui sont moi des outils que j'utilise tous les trois quasiment au quotidien. Il y a deux sujets que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Le premier, je voulais réagir à une vidéo qu'Olivier Andrieux, donc le fondateur d'Abondance, qui est l'un des sites de référence en matière de SEO. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre un court extrait ici et on en reparle juste après. Ne laissez pas les outils décider à votre place. Parfois, je pose une question à un client ou à une autre personne et je dis « mais pourquoi vous avez fait ça ?» Et la réponse c'est parce que mon outil, truc machin, m'a dit de faire ça. Mais je dis mais réfléchissez par rapport à ce qu'il vous a proposé. L'exemple type c'est Yoast sur WordPress. Alors Yoast est un très bon outil sur WordPress, ça j'ai rien à dire là-dessus. Mais les petites pastilles de couleurs qui vous disent que ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, c'est rouge, c'est orange, c'est vert, c'est une information, certes. Mais c'est pas parce que Yoast vous dit que votre texte de pastille verte que tout de suite vous allez être premier sur Google. Enfin, c'est inimaginable de penser ça. Et ayez votre libre arbitre. Réfléchissez. C'est toujours votre cerveau, votre expérience, etc., qui aura le dernier mot, qui doit avoir le dernier mot d'ailleurs en termes de SEO. Donc comme vous le voyez, Olivier a un avis assez tranché sur la question et c'est un avis que je partage. J'ai tellement souvent vu des rédacteurs qui se laissent complètement dominé par des outils comme Yoast SEO notamment. C'est celui qui cite parce que c'est vraiment celui qui est le plus répandu et que moi je vois aussi souvent, et voir certains même qui pensent que si tout est en vert, eh bien ils seront bien référencés sur Google. Ça ne fonctionne pas comme ça, on le sait. Privilégiez toujours la qualité du contenu, la valeur ajoutée que vous allez apporter du lecteur, parce que in fine, c'est ce qui sera toujours le plus important pour Google. Donc utilisez des outils par exemple comme One.fr qui va vraiment vous permettre de travailler votre champ sémantique, ou même Yoast SEO pour vos métadescriptions. Voilà, des outils, il y en a plein. Utilisez-les pour ce qu'ils peuvent vous apporter, mais ne basez pas toute votre stratégie
SEO sur des outils parce que clairement, comme le dit très bien Olivier, rien ne vaut le cerveau humain. Et dernière rubrique de cette actu du digital, je suis tombée sur une étude qui a été publiée par Neil Patel et ses équipes sur le blog d'Ubersuggest. Donc Ubersuggest, c'est un planificateur de mots-clés qui va vous permettre d'obtenir des volumes de recherche et des données SEO pour pouvoir travailler sur votre classement ou celui des sites de votre client. Bref, ils ont publié une étude puisqu'ils se sont basés sur des millions de données qu'ils ont analysées, triées et classées pour donner un classement des pays dans lesquels c'est le plus facile de bosser son SEO en fonction de critères spécifiques. On va dire qu'il y a un pays qui se démarque, c'est clairement les États-Unis. Autant vous dire que si vous voulez faire du SEO aux États-Unis, accrochez-vous. Je précise néanmoins quand même que tous ces résultats ont été divisés en fonction des grands secteurs d'industrie, donc par exemple la mode, l'immobilier, l'éducation, etc., l'entreprise, voilà, il y a tous les thèmes qui sont spécifiés. Je vous invite vraiment à aller voir la méthode qui a été utilisée si vous voulez plus de détails à ce sujet. Vous trouverez le lien dans la barre de description. Toujours est-il qu'au-delà des États-Unis, je me suis dit que ce serait intéressant de voir un petit peu comment ça se passe en France et tant qu'à faire de le comparer avec le Royaume-Uni. Donc j'ai tout sur mon téléphone, sur Notion, puisque je n'ai pas réussi à imprimer cette feuille, donc excusez si je suis sur mon téléphone. C'est pour vous donner des chiffres précis parce que je n'ai absolument aucune mémoire. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Alors les chiffres que je vais vous donner, ils ont été basés sur les 10 sites les plus puissants dans les pays en question, sachant qu'il y a 2 langues qui ont été prises en compte, l'anglais et la langue nationale du pays en question. Le premier critère que je vous propose d'analyser, c'est le volume de trafic de recherche organique. Donc en France, les sites les plus puissants comptabilisent en moyenne 7,55 millions de visiteurs, ce qui est moins que le Royaume-Uni qui est à peu près à 10 millions. Et à titre d'info, la moyenne générale, États-Unis à part, on est à 6 millions. Donc ça veut dire qu'en France, on est dans la moyenne, on n'est pas en haut, on n'est pas au-dessous, on est vraiment dedans. Si on parle à présent des mots-clés, vous savez que quand on travaille sur du SEO, on parle de ranker. Si je veux ranker sur telle requête, ça veut dire que je veux me positionner dans les résultats, idéalement en première page, sur ce mot-clé-là. Donc, sur combien de mots-clés rank un site puissant en moyenne? Eh bien, en France, on est à 2,55 millions de mots-clés et au Royaume-Uni, on est à 3. Donc, c'est franchement très kiff-kiff. Dernier point hyper important, les backlinks. Vous le savez, c'est vraiment l'un des piliers d'un SEO. Donc, de combien de liens est-ce que vous avez besoin pour être classé comme un site de premier plan? Eh bien, alors là, pour le coup, on est clairement dans le haut du panier puisque les premiers, donc c'est les États-Unis, comme pour quasiment tout. Eux, ils sont à 128 millions de backlinks en moyenne pour les sites les plus puissants. En Allemagne, juste après, donc en deuxième place, ils sont à 27 millions et nous, en France, on est à 23 millions. Autant dire que c'est énorme. Et pour finir la comparaison avec le Royaume-Uni, eux, ils sont à 21 millions. Donc clairement, c'est pas trop mal. Je vous invite vraiment à aller voir les résultats de cette étude. Je trouve qu'il y a plein de données intéressantes, même si c'est dommage qu'on ne puisse pas le télécharger et du coup croiser les données parce que du coup on est obligé un peu de faire les calculs à la main et même le classement sur certaines données, même sur la plupart. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de partager ça avec vous, donc n'hésitez pas à cliquer. L'étude est en anglais, mais si vous avez Google Chrome, vous pourrez très facilement la traduire. Voilà, c'est tout pour cette édition du mois de mars. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!